quand nous on arrive, il y a beaucoup ce mot, c'est un mot très militant, hein, convergence des luttes, qui ne nous parle pas trop. Nous, dans nos quartiers ou même en ville, on ne dit pas à son voisin ou à son boulanger, tu viens, on converge. C'est pas du tout. Et ce sont des mots tout de suite on va se réapproprier nos mots. On va imposer aussi nos mots. Et le comité Adama va dire, nous, on ne va pas créer des convergences. Les convergences, ça va venir quoi qu'il arrive après. Mais on va d'abord créer des liens de solidarité. On va créer des liens de solidarité parce que les liens de solidarité, ça peut emmener de l'affect, ça peut emmener à de l'amitié, ça peut emmener à beaucoup de choses qui vont faire qu'on va créer des alliances et qui vont créer des convergences. Parce que j'avais l'impression que quand on arrivait avec le mot convergence de lutte, ce mot qui est exploité, tant exploité par le milieu militant, mais qui était très loin de nous, parce que oui, il faut converger, mais ça ne veut rien dire pour moi, converger. Il faut qu'il y ait du sens derrière. On crée d'abord la solidarité, la convergence, ça vient après. Et on avait l'impression que quand on est arrivé dans le combat ou dans la lutte de quelqu'un ou d'un groupe, ils avaient l'impression qu'on venait dénaturer, comme si on venait prendre, en tout cas, dénaturer ce qu'ils avaient fait, et cette convergence comme si on venait prendre leur place, alors que pas du tout. Alors que quand on vient créer des liens de solidarité, moi je respecte ce que tu fais, ce que tu portes et comment tu le portes. Par contre, je suis là avec toi et je serai là avec toi quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui fait que quand on va arriver au mois de juin 2020 et qu'on va sortir dans la rue, qu'on est d'abord plus de 80 000 et plus de 120 000, on nous dit mais comment vous avez fait? Je leur dis mais on a créé des liens de solidarité. Les liens de solidarité font que quand on est solidaires des uns des autres, il y a de l'affect, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des liens qui se créent qui font que s'il t'arrive quelque chose, on ira tous dans la rue. Donc on va le construire de cette façon-là, on va aller avec le personnel infirmier, les personnes qui réclament qu'on dit les sans-papiers, les gilets jaunes, le monde du climat, on va faire des tournées de quartier, les violences faites aux femmes, mais vraiment le plus largement possible, on va aller d'abord dans les premiers piquets de grève qui sont en novembre 2016, quelques mois après la mort de mon frère, au Net à Saint-Denis, où on va aussi apporter notre solidarité, et c'est de dire que ce combat il doit être porté par tous, parce qu'on sera beaucoup plus fort s'il est porté par plusieurs mouvements et par plusieurs personnes. D'où tu viennes, peu importe ta couleur de peau, ton origine, ton appartenance sexuelle ou pas, ta couleur de cheveux, ce que tu manges pas, on vit tous dans un même pays, et ce pays, nous devons le défendre. Et ce pays, pour pouvoir le défendre, ce pays qui est la France, quand je dis défendons-le, on doit le défendre ensemble. On ne peut pas réclamer une justice pour Adama et laisser les autres sur le bas-côté. Assa Traoré, bonjour. Bonjour. Tu es la sœur d'Adama Traoré, fondatrice du comité Justice pour Adama, militante contre les violences policières et antiracistes. Et par ailleurs, tu as fondé récemment la fondation Génération Leader. Pour commencer, je t'ai entendu dire dans plusieurs interviews que ce qui t'importait le plus, c'était que le nom de ton frère soit jamais oublié et que ça reste pas un fait divers. Et le combat du collectif Adama et de ta famille, il continue sur la scène judiciaire. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une véritable victoire sur le fait que le nom d'Adama Traoré, c'est devenu un symbole très puissant de la lutte contre les violences policières en France. Et puis même au-delà de la France, parce que on peut rappeler qu'en 2020, tu as fait partie des personnalités qui ont été mises à l'honneur par le magazine états-unien Times pour le combat que tu mènes sur la justice raciale. Et qu'en 2002, tu as aussi été auditionné par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU. À côté de ça, vous avez réussi avec Tu as dit 2002. 2022, ouais, c'est ça. Pardon. Vous avez réussi aussi avec le comité à organiser de nombreuses manifs qui ont réuni parfois vraiment beaucoup de monde. Aujourd'hui, à travers la France, même dans les petits villages, on peut tomber sur quelqu'un qui porte le t-shirt que tu portes aujourd'hui, Justice pour Adama. Comment vous avez réussi à passer d'une mobilisation locale à un mouvement national, et comment vous avez réussi à vous structurer pour créer ce mouvement aussi puissant? Tout commence le 19 juillet, quand mon frère va mourir.
le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Quand mon frère il meurt, moi je ne suis pas là, je suis en Croatie, à l'étranger. Donc j'étais parti en déplacement professionnel et un jour avant, l'histoire fait que quand je sors de mon quartier ce jour-là, le 17 juillet, j'avais vu tous mes petits frères sauf Adama. Je l'ai appelé et je lui ai dit Adama, je t'attends, il est 17h, je dois voyager, je voulais te faire un bisou. Et il m'a dit je suis parti à Paris, est-ce que tu veux que je revienne? Je lui ai dit non. On se voit la semaine prochaine et je t'ai pris un cadeau pour ton anniversaire. Et en sortant de notre quartier, il y a les gendarmes qui rentrent. Et en fait, le réflexe qu'on avait, mais je ne me suis jamais dit, on ne s'est jamais dit que au bout de ce réflexe-là, il pouvait avoir la mort. Dès qu'ils rentrent, je les croise, j'appelle chez moi et je dis à ma mère, il faut dire aux autres de remonter. Et les gendarmes arrivent dans le quartier. Donc on avait déjà ce sentiment de peur, d'autoprotection dès qu'on voyait la police ou les gendarmes, que ce soit nous, d'autres familles, tout de suite, de demander aux enfants de monter parce qu'on savait de quoi ils étaient capables et de la force de la violence, mais pas une seule seconde, on s'est dit que mon frère allait mourir. Et mon frère va mourir et je prends l'avion le 18, mon frère meurt le 19. Et quand je suis en Croatie, tout de suite j'ai eu peur, j'avais peur qu'on oublie mon frère. Je me suis dit on est en été, on est en plein milieu de l'été, l'été vient de commencer. Il nous reste encore plus d'un mois et demi et je me projetais en septembre avec les personnes qui reprenaient le travail, rentraient de vacances, repartaient à l'école et comme si Adama Traoré était devenu un fait divers. Et j'avais peur qu'on oublie mon frère. Et tout de suite, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé des journalistes. Et je prends l'avion, j'arrive le 20 en France et avant de rentrer dans mon quartier, je fais une longue pause. Je reste une demi-heure dans la voiture et mon ami qui était venu me chercher, je lui dis attends. Si je rentre dans mon quartier et que qu'il y a tout le monde dehors et que tout le monde me regarde, c'est que mon frère est vraiment mort. Je savais qu'à ce moment-là, que ma vie allait changer. Donc j'avais peur de passer, en tout cas, de l'autre côté de ce monde, parce qu'on a changé de monde, on a changé de vie. On avait la vie avant Adama Traoré, 19 juillet 2016, et on a cette vie après. Et je rentre dans mon quartier et il y a cette image où tout le monde, tout de suite, tout se fige et tout s'arrête, et je sens tous les regards sur moi. Et là, je me dis, ça y est, mon frère, il est vraiment mort. Je rentre chez moi, je reste même pas une demi-heure. Il y avait mes enfants et je ressors tout de suite. Je me suis dit, on n'aura pas le temps de pleurer. Ils ont tué mon frère. Et j'ai dit cette phrase, j'ai dit que je veux que le monde entier sache qu'on a tué mon petit frère. Mais je me suis jamais dit qu'en France, on n'aurait pas une justice, pas une seule seconde. Je me suis dit, on a tué mon frère, mais que les gendarmes n'iraient pas en prison. C'était tellement loin de nous, les violences policières. C'était pas quelque chose dont on entendait parler forcément dans les quartiers. Si c'était pas Zied Ebouna ou Mouchino Larami, qui étaient des noms qui ont pris une ampleur médiatique, c'était très loin. On voyait les violences qu'il pouvait avoir entre les jeunes et les forces de l'ordre. Mais on ne s'est jamais dit qu'un jour, on allait perdre un frère et que mon frère allait mourir. Et à ce moment-là, il y avait on a tous les sentiments qui montent en nous. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de la peine. Mais il y a tout de suite quelque chose qui se dit, bon, il faut vite s'organiser, sinon Adama Traoré deviendra fait divers. Et j'avais peur qu'on oublie mon frère. Et tout de suite, le combat va commencer. Il va commencer le 20 juillet, il va même commencer avant, parce que les personnes de notre quartier vont tout de suite prendre la parole. Je ne suis pas la première personne à avoir pris la parole. Ce sont les jeunes, les amis de mon frère. Ils ont fait cette première interview et ils ont dit on veut le corps d'Adama Traoré et on réclame la vérité et la justice. Et ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans cet été. 10 ans qui sont passés sur nous, sur nos vies. Nos enfants, ils ont grandi. Moi, je le vois à travers mes enfants qui étaient tout petits et qui ont pris 10 ans de plus. Aujourd'hui, c'est de dire, bon bah, on allait tout faire pour que la mort de mon frère ne reste pas impunie, un fait divers. Mais on va vite se rendre compte que cette justice, c'est une justice qui détruit, une justice qui broie, une justice, c'est une machine de guerre. Comme je dis, nous sommes devenus des soldats malgré nous. Je suis devenue une soldate malgré moi, mais parce que nous avons cette machine de guerre qui est en face de nous, qui est une broyeuse, qui fait mal, qui attaque sur tous les plans, que ce soit psychologique, financier et jusqu'à la mort, parce que mon frère va en mourir. Mais pas une seule seconde, je m'étais dit qu'en France, on n'aurait pas de justice parce qu'on a tué mon frère. Et quand on va s'en rendre compte,
bah, tout de suite, on va créer ce comité Vérité et Justice pour Adama. On va être très bien entouré. On va être entouré de militants, on va être entouré des habitants de Beaumont, des amis de mon frère, d'amis de moi-même et d'inconnus qui vont venir et qui vont tout de suite apporter leur pierre à l'édifice et on va créer ce comité. Et on a les militants comme ceux du MIB qui vont nous apporter des conseils très précieux, mais très précieux, qui vont faire qu'aujourd'hui, si on en arrive là, c'est que ces conseils ont été tellement précieux qu'on les a pris au mot, que ce combat, on l'a construit de différentes manières. On l'a construit d'abord localement. On aura d'autres militants comme Almami Kanouté ou comme Youssef Brakini qui vont tout de suite être des remparts et qui vont nous protéger. Et on a toutes ces personnes qui vont arriver pour apporter en tout cas leur soutien. Et comme je dis, tu as commencé ta présentation en disant tu es Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Je suis d'abord Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Je ne suis pas d'abord une militante. Quand on me présente, on me dit vous êtes la militante, je dis je suis d'abord sa sœur. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à ce combat. Mais en vérité, nous sommes tous militants pour quelque chose et on devrait être tous des militants pour quelque chose. Et toutes les personnes qui vont arriver n'ont pas forcément été pour des causes beaucoup plus. Pour des causes où on pourrait dire que c'est du militantisme pur et dur. Chacun milite à sa façon, d'où il est et avec les personnes qui l'entourent. Et toutes ces personnes-là, monsieur et madame tout le monde, vont venir en tout cas construire et former le comité Vérité et Justice pour Adama. Et là, le combat, il va commencer parce qu'il va falloir se structurer, parce qu'on comprend que la justice, on ne l'aura pas. On comprend que Adama n'est pas considéré comme un homme, n'est pas considéré comme une personne, mais considéré comme une personne qu'il fallait qui n'aura pas de justice, parce que mon frère au début ne porte pas de nom. Et une déshumanisation complète et totale est construite autour de mon frère. Mais je dis mon frère, mais elle se construit autour de tous ces hommes qui meurent entre les mains des forces de l'ordre, comme si que leur vie ne valait pas la peine. Mais leur vie ne valait pas la peine à ce moment-là quand on les tue. Parce que ce jour-là, quand mon frère va mourir, la mairie appelle chez nous pour dire qu'Adama Traoré peut venir chercher sa pièce d'identité. Mon frère n'a pas eu le temps d'aller chercher sa pièce d'identité. Cette pièce d'identité qui est une prolongation de nos vies, qui est une prolongation de leur vie, de ces hommes de quartier, de ces hommes noirs, de ces hommes arabes qui ne peuvent pas sortir sans leur pièce d'identité. Et quand mon frère, ce jour-là, Adama va porter une belle chemise à fleurs, un bermuda et un bob, il fera beau, il faisait beau, il va prendre son vélo, et il va faire un tour de vélo. Il n'aura pas le temps d'aller chercher cette pièce d'identité quand il va croiser les gendarmes qui sont en train de faire subir un contrôle d'identité à mon autre frère, et il va partir en courant vers la mairie. Et ce jour-là, mon frère va porter le poids de ces 3 gendarmes. Ce que je suis en train de dire, je ne l'invente pas. C'est ce qui a été dit lors de la première audition. Que ce jour-là, quand Adama va se réfugier dans l'appartement, Adama a une couverture sur lui, la main sous le ventre, et ils vont monter sur lui. Ils vont dire qu'Adama a pris le poids de nos 3 corps, et au niveau du thorax, un au niveau du cou, un au niveau de ses jambes. Mon frère va mourir exactement de la même façon que George Floyd. Ils vont nous dire qu'Adama va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Ils vont le traîner jusqu'au véhicule et que dans ce véhicule, Adama Traoré va uriner sur lui et va piquer de la tête. Et on va dire que mon frère simulait ce jour-là et on ne va pas lui apporter assistance dans cette cour de gendarmerie quand on va l'accompagner. On ne va même pas l'emmener à l'hôpital. Et c'est les pompiers qui vont insister et qui vont dire que c'est un jeune homme de 24 ans. On ne peut pas les laisser mourir, il faut lui retirer les menottes. Chose que les gendarmes n'ont pas voulu faire. C'est avec l'insistance des pompiers qu'ils ont retiré les menottes, mais il était trop tard. Mon frère était mort. Aujourd'hui, c'est nous qui avons des questions. Cette déshumanisation qui est construite, ce sont nous, les familles, la famille d'Adama Traoré, toutes ces autres familles. Pourquoi ce jour-là, Adama Traoré prend le poids de 3 hommes sur son corps? Pourquoi tant de violence? Pourquoi, quand il leur dit « je n'arrive plus à respirer », ils n'arrêtent pas de le compresser? Pourquoi on ne l'emmène pas à l'hôpital? Pourquoi on ne tente pas de lui sauver sa vie, mais au contraire de lui retirer sa vie? Donc on va comprendre que ce combat-là, tout de suite, il va falloir s'armer, il va falloir en tout cas le prendre à bras-le-corps, et il va falloir en tout cas s'entourer. On va dire qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, d'une infection très grave. Ensuite, on va dire qu'Adama Traoré est mort sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Donc tout de suite, on se dit, il se passe quelque chose de très grave. Si on ne réagit pas tout de suite, maintenant,
Adama Traoré deviendra fait divers et ils classeront l'affaire. Et on va prendre notre avocat qui va rentrer en course aussi, Maître Yacine Bouzrou, qui va demander une contre-expertise et qui va démentir le fait qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Et ce combat, on va le porter et on va y aller. Et on va se rendre compte que des Adama Traoré, il y en a énormément. Et ce combat qui devient un combat d'une famille devient le combat d'une société. Et devient un combat que tout le monde doit porter. Le combat Adama Traoré ne doit pas rester que dans nos quartiers populaires, mais doit être pris par tout le monde. Personne ne doit rester spectateur de la mort de qui que ce soit. Personne ne peut accepter qu'on puisse tuer nos hommes dans nos quartiers populaires et qu'il ne se passe rien du tout. Tout le monde est responsable, donc tout le monde en tout cas peut y participer et on va décider tout de suite de dire bon, on ne peut pas réclamer la vérité et la justice pour Adama en regardant d'autres personnes se faire oppresser et réclamer eux aussi la vérité et la justice. On ne peut pas la réclamer que pour nous et ignorer les autres. On reproduirait exactement ce qu'on dénonce. L'oppresseur qui oppresse et qui regarde les autres. Donc non, si on veut avancer dans un monde juste, si on veut avancer dans un monde où on parle de liberté, de justice pour tout le monde, ben c'est de la liberté pour tous et c'est de la justice pour tous, pour vivre dans un monde, en tout cas, avec la plus grande des harmonies. Donc on va décider de créer des alliances. Quand nous on arrive, il y a beaucoup ce mot, c'est un mot très militant, convergence des luttes, qui ne nous parle pas trop. Nous, dans nos quartiers ou même en ville, on ne dit pas à son voisin ou à son boulanger, tu viens, on converge. C'est pas du tout... Et ce sont des mots tout de suite on va se réapproprier nos mots, on va imposer aussi nos mots. Et le comité Adama va dire, nous, on ne va pas créer des convergences. Les convergences, ça va venir quoi qu'il arrive après. Mais on va d'abord créer des liens de solidarité. On va créer des liens de solidarité parce que les liens de solidarité, ça peut emmener de l'affect, ça peut emmener à l'amitié, ça peut emmener à beaucoup de choses qui vont faire qu'on va créer des alliances et qui vont créer des convergences. Parce que j'avais l'impression que quand on arrivait avec le mot convergence de lutte, ce mot qui est exploité par le milieu militant, mais qui était très loin de nous, parce que bon, bah, oui, il faut converger, mais ça ne veut rien dire pour moi, converger. Il faut qu'il y ait du sens derrière. On crée d'abord de la solidarité, la convergence, ça vient après. Et on avait l'impression que quand on est arrivé dans le combat ou dans la lutte de quelqu'un ou d'un groupe, ils avaient l'impression qu'on venait dénaturer, comme si on venait prendre, en tout cas, dénaturer ce qu'ils avaient fait, et cette convergence comme si on venait prendre leur place, alors que pas du tout. Alors que quand on vient créer des liens de solidarité, moi je respecte ce que tu fais, ce que tu portes et comment tu le portes. Par contre, je suis là avec toi et je serai là avec toi quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui fait que quand on va arriver au mois de juin 2020 et qu'on va sortir dans la rue, qu'on est d'abord plus de 80 000 et plus de 120 000, on nous dit mais comment vous avez fait? Je leur dis mais on a créé des liens de solidarité. Les liens de solidarité font que quand on est solidaires des uns des autres, il y a de l'affect, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des liens qui se créent qui font que s'il t'arrive quelque chose, on ira tous dans la rue. Donc on va le construire de cette façon-là, on va aller avec le personnel infirmier, les personnes qui réclament, qu'on dit les sans-papiers, les gilets jaunes, le monde du climat, on va faire des tournées de quartier, les violences faites aux femmes, mais vraiment le plus largement possible, on va aller d'abord dans les premiers piquets de grève qui sont en novembre 2016, quelques mois après la mort de mon frère, honnête à Saint-Denis, où on va aussi apporter notre solidarité, et c'est de dire que ce combat il doit être porté par tous, parce qu'on sera beaucoup plus fort s'il est porté par plusieurs mouvements et par plusieurs personnes. D'où tu viennes, peu importe ta couleur de peau, ton origine, ton appartenance sexuelle ou pas, ta couleur de cheveux, ce que tu manges pas, on vit tous dans un même pays, et ce pays, nous devons le défendre. Et ce pays, pour pouvoir le défendre, ce pays qui est la France, quand je dis défendons-le, on doit le défendre ensemble. On ne peut pas réclamer une justice pour Adama et laisser les autres sur le bas-côté. Et c'est ce qui va se passer. Donc le combat Adama va s'ouvrir, en tout cas sur ces 10 dernières années, à toutes les formes, en tout cas, de violence ou pas, ou d'injustice ou pas, mais en tout cas de toutes les personnes en tout cas, qui peuvent être même intéressées, ou même ceux qui ne connaissaient pas la question des quartiers populaires, c'est de dire, vous ne connaissez pas, c'est ça le combat, c'est ça les violences policières. Donc des personnes ont adhéré aussi au combat Vérité et Justice pour Adama. Voilà en tout cas comment
on l'a porté, comment on a voulu le porter. Et je pense qu'on a réussi à le faire et à le porter. Et qu'aujourd'hui, le combat Adama est devenu un combat qui appartient à la société civile. Et la société civile, ce sont tous les Français. Il y a plein de sujets différents que tu abordes dans cette réponse. Merci beaucoup. Et qu'on va reprendre un peu dans plein de questions que j'avais envie de poser pendant l'entretien. D'abord, je pensais qu'on pouvait parler en effet de justice. Toi, tu dis là, la justice, elle broie les familles de victimes. Et c'est vrai que le parcours de votre famille sur bientôt 10 ans, là, c'est ultra long, ultra tortueux. Les investigations, elles sont super longues. Il y a eu des expertises contre-expertises, etc., comme tu le rappelais. Il y a un dernier arrêt en mai 2024 de la Cour d'appel de Paris qui confirme un non-lieu pour les gendarmes, mais en même temps qui reconnaît pour la première fois que les JAS ils ont contribué à la mort d'Adama. Toi, si je ne me trompe pas, tu as annoncé le dépôt d'un pourvoi en cassation. Et du coup, ce qu'on trouvait intéressant, c'est de savoir, toi, en tant que famille de victimes, quels sont les gros dysfonctionnements de la justice que vous avez rencontrés dans ce combat et peut-être est-ce que tu as des idées d'éléments urgents sur lesquels tu penses qu'il faut repenser totalement le fonctionnement aujourd'hui de la justice? Bien évidemment, mais ta question elle est très intéressante. Le combat, la façon dont on l'a construit depuis 2016 aujourd'hui, pour moi, c'est un contre-manuel qu'on écrit. Ils ont un manuel, ce manuel qui existe depuis des années, depuis la colonisation. Ce manuel qui est écrit, je le rappelle, hein, quand mon frère va mourir, je devais aller chercher sa pièce d'identité. Je le dis, cette pièce d'identité est une prolongation de nos vies, des personnes de couleur. La première identité officielle a été créée pour l'esclave noir. Quand un esclave noir sortait dans la rue, on avait besoin de l'abattre. En 2016, on tue Adama Traoré. En 2025, on tue encore des hommes, parce qu'ils n'ont pas leur pièce d'identité. Donc, bien évidemment, ce manuel qu'ils ont construit, il ne date pas de 10 ans, il ne date pas de 20 ans, mais il date depuis la colonisation, de la façon dont aussi la police française elle a été créée sur des bases racistes, ça il faut le rappeler. Quand on parle de force de l'ordre, de gardien de la paix, elle n'a pas été créée sur de la paix, elle n'a pas été créée sur des mots aussi forts que la paix, où il y a une confiance totale. Donc c'est important de rappeler l'historique. Donc s'il y a quelque chose à déconstruire, il faut partir de la base. Donc nous, ce combat, la façon dont on le construit, c'est un contre-manuel. C'est un manuel que nous écrivons, c'est un manuel que nous laissons, la façon dont il faut se battre. Tous ces mensonges, ils ont une façon de construire un mensonge qui est extraordinaire. Des mensonges, mais qui vont très loin. Ça veut dire qu'on va même corrompre, on va avoir des experts charlatans. Quand on a un expert qui dit qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, d'infection très grave, ou un expert qui va dire qu'Adama Traoré est mort sous l'emprise de l'alcool, ensuite de la drogue, un expert qui va nous dire qu'Adama Traoré est mort parce qu'il avait la drépanocytose, un expert qui va nous dire qu'Adama Traoré est mort parce qu'il avait de cause de chaleur, pour dire que 9 ans après, nous avons des experts en Belgique qui vont dire que si Adama Traoré n'avait pas croisé les gendarmes, il ne serait pas mort. Ce sont des expertises, des experts, des juges. En fait, il y a un gâteau. Il y a ce gâteau-là, ils se partagent ce gâteau-là, que ce soit la police, le procureur, les juges, les experts, de dire comment on va fabriquer, comment on va construire ce mensonge pour arriver à un non-lieu, pour pouvoir faire taire des familles et pour que les familles, en tout cas, s'épuisent sur le temps. Donc, il y a tellement de choses à déconstruire. Nous, que ce soit sur les experts, à chaque fois, nous avons contre-attaqué. C'est pour ça que l'affaire Adama Traoré part en Belgique. Parce qu'il y a eu tellement d'expertises à chaque fois que nous avons des contre-expertises. Parce que leurs experts sont des experts que nous appelons des charlatans, des experts qui ne font pas honneur, en tout cas, à leur profession. Parce que les expertises sont basées sur des mensonges qui rassurent la justice française et la justice française qui va se justifier sur le rendu qu'ils vont donner. Donc, il y a énormément de choses à déconstruire. Il y a cette fabrication du mensonge, tous ces corps de métier, comment ils sont formés en tout cas, et comment ils sont formés sur des bases racistes. Avouer qu'il y a du racisme, ce n'est pas une faiblesse, c'est pouvoir sauver des vies. Je pense que déjà en France, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est avouer qu'il y a du racisme, qu'il y a un racisme profond, un racisme structurel. Et ce racisme structurel, il doit être mis au pied, au devant de la scène, mais de manière officielle et qu'il soit reconnu. Tant qu'il ne sera pas reconnu, nous on le dit,
Mais tant qu'il ne sera pas reconnu, il continuera d'avoir encore des morts demain. Il continuera encore d'avoir des discriminations, des inégalités, des crimes racistes. Et c'est le gros problème. Aujourd'hui, c'est comment, si on doit revenir, si on doit déconstruire, on a cette police qui n'est pas du tout rassurante, cette police qui fait peur, cette police où quand ils croisent des enfants, on peut prendre le cas de Ziad Ebouna, qui vont courir. On n'est pas censé avoir peur de la police. La police n'est pas censée, en tout cas, représenter la brutalité de la violence. Mais quand on parle de la violence, la première des violences, elle est commise par les policiers. Elle n'est pas commise. Ils ne peuvent pas se mettre au même niveau qu'un citoyen. Ils sont des policiers. Quand j'entends dire, oui, mais les jeunes et les policiers, mais il faut remettre les choses dans le bon contexte. Un policier prête serment pour protéger, en tout cas, la population, les citoyens français. Elle n'est pas là pour la tuer, elle n'est pas là pour lui faire subir des violences. Et les citoyens ne sont pas armés. Donc le policier est censé avoir un comportement au-dessus et exemplaire. L'exemplarité, c'est le policier qui devrait l'avoir. Et aujourd'hui, on est dans un pays où les non-dits, ça tue. Les non-dits provoquent de la souffrance. Les non-dits provoquent beaucoup de choses négatives. Et elles provoquent la mort, celle de mon petit frère. Ce jour-là où il y a une déshumanisation totale qui est faite, où on arrive à tuer de manière la plus simple des personnes de couleur. Il y a un chiffre qui est sorti en 2023, en 2022 sur le refus d'obtempérer, et où il y en avait plus de 15, et les seules personnes qui sont mortes sont des personnes noires et arabes. Donc c'est complètement visé. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Oui, la police française, le système est raciste. L'État ne connaît pas ce racisme-là, et tant que ça ne sera pas reconnu, ils continueront à se partager ce gâteau-là. Ils continueront à construire des mensonges. Mais en tout cas, on a imposé la question des violences policières, des discriminations, du racisme. Aujourd'hui, c'est inévitable. Tout le monde en parle, mais il faut la reconnaître. Justement, sur la question de la police, j'ai l'impression qu'on voit une évolution des termes que toi tu utilises au fur et à mesure des années, où j'ai retrouvé des moments où tu parlais plutôt de bavure policière, de brebis galeuse. Et aujourd'hui, tu as un discours qui critique un système, comme tu viens de le dire, et tu t'inscris dans une lutte du coup beaucoup plus large contre les violences policières, l'antiracisme. Je t'ai entendu dire dans plusieurs de tes interventions qu'il y a des actions claires à mettre en place pour réformer la police. J'ai noté par exemple, tu demandes la dissolution de l'inspection générale de la police, l'IGPN. Évidemment, tu demandes aussi que des pratiques utilisées par la police soient interdites, comme le plaquage ventral par exemple. Est-ce que tu pourrais revenir, est-ce que tu es d'accord de revenir sur la problématique que pose pour toi l'IGPN particulièrement, mais plus globalement aussi, est-ce que tu aurais des recommandations sur des réformes comme ça de la police, que ce soit de l'interdiction de certaines pratiques utilisées ou même de manière plus large, comme tu veux. L'IGPN, c'est la police qui enquête sur la police. C'est comme si on disait que c'est une mère ou un parent qui enquête sur son enfant. Il n'y a aucune objectivité. Aujourd'hui, c'est très problématique. Pour nous, en France, on a des pays où on a des corps, en tout cas étrangers, qui vont venir enquêter sur la police de leur pays. En France, ce n'est pas du tout le cas. Et tant qu'on aura la police qui va continuer à enquêter sur la police, on n'arrivera pas à avoir des enquêtes claires, précises. On n'arrivera pas, en tout cas, à éradiquer cette violence qui est au sein de la police parce qu'ils sont systématiquement protégés. Et on peut le voir sur toutes les affaires qu'il y a pu y avoir en France, le comparatif avec des affaires qui ont été résolues ou des mensonges qui ont été fabriqués. On a pu voir aussi des policiers qui sont sortis et qui ont pris la parole et qui ont mis en avant leurs mensonges. Donc bien évidemment, pour moi et comme beaucoup d'autres, l'IGPN ne devrait pas enquêter sur sa propre police, ne devrait pas enquêter sur son propre enfant. Donc ce n'est pas du tout objectif. Et c'est pour ça que nous en sommes là encore aujourd'hui. Et donc oui, il faut la réformer. Oui, il faut en tout cas repenser autrement. Mais déjà, il faut déjà réformer cette police qui est violente, cette police qui est raciste. Et on ne peut pas parler
d'individualité. Ça serait trop facile de parler d'individualité. On parle d'un système. C'est le système qu'on attaque, c'est l'uniforme, c'est ces personnes, c'est ce qu'elles représentent. Aujourd'hui, quand on parle de policiers, on ne parle pas de la personne en elle-même. On parle de ce qu'elle représente, du serment, en tout cas, qu'elle a porté en disant qu'elle ferait, qu'elle protégeait, en tout cas, les citoyens du pays dans lequel il est. Aujourd'hui, on est en France. Donc c'est problématique. Donc déjà, il faut la réformer, mais il faut la réformer en repartant de l'histoire de la police, de comment la police française elle a été créée. Elle a été créée sur des bases racistes. Et tant que ce racisme-là et que la colonisation, le rôle qu'ils ont eu ne sera pas reconnu de manière officielle, ils continueront à violenter, parce que quand c'est pas reconnu, c'est comme si c'était valable. C'est comme si qu'on pouvait le faire. Donc il faut revenir, on est obligé de revenir en arrière. On ne peut pas avancer aujourd'hui, dans le présent, dans le futur, tant qu'on n'aura pas reconnu ces erreurs du passé et comment cette police elle a été créée. Et quand mon frère est mort d'un plaquage ventral. Il y a le plaquage ventral, il y a la clé d'étranglement, il y a le pliage, il y a toutes ces techniques d'immobilisation que nous appelons mortelles. Elles sont mortelles parce qu'elles tuent nos hommes. Elles tuent nos hommes des quartiers populaires majoritairement. Dans certains pays frontaliers européens ou aux États-Unis, elle est interdite. Pourquoi la France continue-t-elle de la pratiquer? Quand nous sortons dans la rue le 2 juin 2020 et que nous sommes plus de 80 000, on a le ministre de la Castaner, le ministre de l'Intérieur qui dit, en réponse à la manifestation, qu'ils allaient réfléchir à pouvoir interdire ce plaquage ventral. Il va se passer quoi? Quand le monde entier est en émoi après la mort de George Floyd, la seule police qui va sortir dans la rue, cagoulée, la seule police qui va sortir dans la rue avec une manifestation qui n'est pas illégale, c'est la police française, et qui va dire « Nous voulons continuer à utiliser ces techniques d'immobilisation que nous appelons mortelles, qui est le plaquage ventral ou le pliage ou la clé d'étranglement et d'autres. » Donc ça, elle est très représentative de ce que nous dénonçons. Aujourd'hui, nous avons une police qui veut continuer à exercer cette violence-là. Donc il y a un problème déjà au sein même de la police, de ce système. C'est systémique. Aujourd'hui, on est dans un pays où on voit des hommes tomber et personne n'est responsable. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas continuer à avancer et que des hommes puissent tomber et que tout le monde se regarde et qu'on se dise « mais qui est le responsable ?» Ouais, en effet, effectivement, on aurait beaucoup de choses à apporter, beaucoup de suggestions, d'idées, mais n'inversons pas les rôles. Nous sommes, nous, les familles victimes. C'est nous qui avons des questions. Pourquoi on tue nos frères? Pourquoi on tue Adama Traoré ce jour-là? Pourquoi on doit subir autant de violence? Pourquoi le racisme, qui est un délit, qui est un crime, n'est pas respecté? Pourquoi nous devons nous battre pour réclamer la vérité et la justice? Pourquoi, quand on croise les forces de l'ordre ou les gendarmes ou la police, pourquoi on risque de mourir? Pourquoi nous avons peur? Nous sommes les citoyens. Ils sont garants. Nous sommes dans un État où l'État est garant de notre sécurité. Et ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Donc les questions, c'est nous qui les avons. Et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas répondu à nos questions. Parce que le racisme, il est encore là et il y a encore des morts. Ouais, justement, ma prochaine question, elle est autour, comme tu le rappelles très justement, il y a plein d'affaires, malheureusement, d'homicides de jeunes noirs et arabes. Et on observe dans toutes ces morts qu'il y a un doux mouvement de criminalisation de ces jeunes dans le traitement médiatique. En tout cas, que moi j'observe. D'abord, il y a évidemment la criminalisation du jeune qui est victime d'un homicide, où on va aller chercher dans son passé des faits, le présenter comme un délinquant, voire même, on se rappelle au moment de Naël, inventer des choses sur le passé du jeune. Et après, dans un second temps, il y a aussi la criminalisation des mouvements de révolte qui suivent et qui mènent à la destruction de biens matériels. Et tous ces jeunes qui vont participer avec toute leur colère, ils vont être dépeints comme des délinquants. On se rappelle même, pour prendre un autre exemple de la police française et de ses excès, du fait que c'est vraiment effroyable, du communiqué de syndicats comme Alliance suite à la mort de Naël, qui parle d'un combat à mener contre des nuisibles, pour parler des jeunes.
Et comme tu le dis, cette double criminalisation, elle a des effets. Et comme tu le dis, il y a la déshumanisation, voire même presque une bestialisation de ces jeunes, quoi, qui sont quasiment présentés comme des sauvages. Il y a le renversement de la culpabilité où nos victimes, elles seraient coupables, finalement, dans leur présentation des faits. Et puis, évidemment, un discours de défense des forces de l'ordre et comme une légitimation des actions des forces de l'ordre. Comme si, en fait, elles ont agi comme ça parce qu'elles n'auraient pas pu faire autrement, parce qu'il y a un danger, parce qu'ils sont face à des délinquants, qu'elles sont obligées d'utiliser cette technique parce qu'elles sont en danger, et qu'ils sont obligés d'intervenir de manière très violente dans les quartiers populaires, parce qu'il y a une violence qui accourt dans ces quartiers populaires, avec toute cette présentation des faits. Et du coup, je prends l'exemple de Naël, dans cette question, où il y a des révoltes qui éclatent suite à sa mort à Nanterre, mais aussi nationalement, que tous les médias qualifient d'émeutes, qui sont très sévèrement réprimées, avec plein d'interpellations de jeunes qui sont condamnés à des peines extrêmement sévères sur les années suivantes. Et ces émeutes, en fait, dans la quasi-totalité du spectre politique et médiatique, elles sont condamnées. À part LFI qui va se distinguer en disant nous on refuse d'appeler à l'ordre, nous on appelle à la justice. Mais on voit bien que tout de suite ils sont très critiqués, voire même on leur dit que c'est de leur, que eux ils appellent aussi à la violence, qu'ils soutiennent la violence, quoi. C'est présenté comme ça, et on est du coup dans une position ultra difficile à tenir dans l'espace public, parce que dès qu'on soutient des mouvements de jeunes, on est taxé d'appeler à la violence nous-mêmes, quoi. Et du coup, pour le dire rapidement, si c'est considéré comme inacceptable de brûler des bagnoles pour exprimer sa colère, et que ça amène à une criminalisation des jeunes et à une délégitimation de leur colère, comment peut s'exprimer la colère des jeunes face à l'injustice qui est ressentie, que ce soit par les familles, que ce soit par toutes les personnes qui se reconnaissent dans ces histoires, comment les militants, peut-être même les partis politiques, on peut soutenir cette colère, comment on peut donner un horizon à cette colère. Et c'est pour tout ça qu'on tue. Qu'on tue nos hommes dans les quartiers populaires majoritairement. Il y a aussi des femmes qui se font tuer. Mais c'est pour tout ce que tu viens d'évoquer, cette déshumanisation totale. C'est comme s'ils sont considérés comme ne pouvant pas participer déjà à la construction de leur propre vie. Parce qu'on leur dit tu restes là, tu vas là, tu as des interdictions là, tu as le droit de sortir de ton quartier là. Ils sont considérés comme pouvant ne pas participer à la construction du pays dans lequel ils vivent, la France. Donc il y a une double interdiction déjà. Et ils sont considérés comme ne pouvant pas participer à la construction de ce monde. Déjà, tout de suite, quand on est considéré ne pouvant pas participer à la construction de sa propre vie, c'est que déjà on n'a pas le choix, on leur enlève leur enfance. Quand on a des contrôles à l'âge de 11, 12 ans, 13 ans, c'est que déjà il n'y a plus un regard. On ne les regarde plus comme des enfants alors que ce sont des enfants. Donc ils vont forger en tout cas ces enfants-là. Ce sont des enfants. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de circuler librement comme on veut, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Ils ont appris à cette jeunesse à ne pas aimer le pays dans lequel ils vivent. Ça a été construit. Ça a été créé pleinement. Aujourd'hui, quand Naël va mourir ou quand d'autres vont mourir et qu'il y a des révoltes, c'est un sentiment, quand on perd un frère, un ami ou une personne, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui, on peut comptabiliser le nombre de morts. La révolte, elle devrait se faire dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est un combat qui doit être porté par tout le monde. Personne ne peut être spectateur des hommes qui tombent et que personne ne dise rien et qu'on tourne le regard. Cette jeunesse est une chance pour la France. Et ils ont compris que c'était une chance pour la France. Mais on ne veut pas de ces jeunes-là. Faut revenir encore dans l'histoire. Mes grands-parents ont fait la guerre 39-45 en France. Un est mort en France et un est reparti avec une jambe en moins. Si ces tirailleurs, ces guerriers africains avaient été considérés comme des héros, on ne tue pas les petits-enfants de héros. Et ils l'ont compris, ça. On va les effacer, l'histoire. On va leur enlever ce qu'ils ont apporté à la libération et à la contribution de ce pays. On leur a enlevé leur acte héroïque.
On le voit dans les commémorations, c'est présenté comme le petit-fils de un tel, de tel héros, de tel lieutenant. Et on nous a enlevé ce statut-là. Si ils avaient gardé ce statut-là, s'ils les avaient considérés comme des héros qui avaient contribué à la libération de la France, on ne tue pas des petits-enfants de héros. On ne tue pas le petit-fils d'un héros. On ne tue pas Naël, on ne tue pas Adama Traoré, on n'en tue pas d'autres. Ils ont appris à cette jeunesse à ne pas aimer. Et quand je dis qu'ils ont appris à ne les pas aimer, c'est dans les conditions dans lesquelles déjà on les a mis, et comment on les regarde, et comment on les considère. Quand on se sent, à un moment donné, pas pouvant construire à la construction de ce pays, ben, on a un automatisme de défense qui se crée. Ce pas des mauvaises personnes. Ils demandent juste à vivre. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent juste à ce qu'on les respecte et qu'on ne puisse pas nous tuer sans qu'on puisse rien dire. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait? C'est qu'on nous tue et qu'on ne dise rien. Le sentiment de révolte est un sentiment légitime. La révolte est un sentiment légitime. Et la révolte doit être constructive. Mais aujourd'hui, cette machine de guerre, on a une machine de guerre qui est en face de nous, qui est une broyeuse, qui est destructrice et qui joue sur le psychologique et le mental. Et qu'on tue, on tue un de leurs amis, mais on te met en prison. Comment peut-on aimer ce pays dans lequel on vit? Ils ont appris, alors qu'ils sont la chance, cette jeunesse est la chance de la France. Et personne ne doit rester spectateur, que ce soit sur les militants ou ailleurs, il faut aller sur le terrain. Il faut être sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain, quand il se passe quelque chose, il faut être à leur côté. Il faut les protéger. Quand ils vont dans les tribunaux, il faut prendre des avocats. Il faut contribuer. Quand on fait sortir des parents de chez eux parce qu'un de leurs enfants a participé à une révolte, on fait pas ça pour d'autres familles blanches. On le fait que pour ces jeunes de quartier. On a l'impression de revenir encore 50 ans en arrière. Sur le moment de la colonisation, on avait droit de sortir les gens de chez eux parce qu'ils n'avaient pas fait ceci ou cela. Mais c'est là où il faut être. C'est là où il faut se mobiliser. C'est là où il faut parler. Et ça, c'est important de ne pas les laisser tomber. On ne peut pas les laisser aller au front. On ne peut pas les laisser porter une cause parce qu'ils la portent, la cause. Et ils la portent avec dignité. Mais c'est quand on tue un membre de sa famille ou quelqu'un, on touche à un sentiment très fort. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas les laisser, il ne faut pas les abandonner. Nous, on y était sur le terrain, on y était, et on y sera encore. Et c'est là où il faut connaître tout le monde. Et bien évidemment, on appelle à la justice. On a bien vu tous les mensonges qu'il y a eu quand si on prend la mort récente, c'est celle de Naël, il était coupable, mais il était mort. C'est déjà, dans nos morts, ils sont déjà coupables. On arrive à mettre des plaintes sur des morts. On a mis une plainte sur mon frère aussi parce qu'il était mort après sa mort. Et ça se passe en France. Donc c'est déjà de reconsidérer la place de cette jeunesse depuis leur enfance. Parce qu'on parle de maintenant quand ils sont un peu plus grands. Mais ça commence dès l'école, ce petit doigt. Il y a un petit doigt, et une fois que ce petit doigt est pointé sur toi, pour retirer ce doigt sur toi, c'est difficile. C'est comme si tu étais dans un parachute et qu'il fallait s'attraper à une branche, et si la branche, elle se casse, tu tombes et tu meurs. Dans les conditions dans lesquelles on les met. La chance qu'on leur donne au niveau scolaire. Dans les quartiers, qu'est-ce qu'on va donner dans ces quartiers, les infrastructures. Tout ça, on leur apprend à ne pas aimer. On leur a appris. Et après, on leur dit, vous êtes des citoyens français, il faut aller voter. Mais nos vies valent plus cher qu'un vote. Il faut d'abord qu'ils se considèrent comme des citoyens français. Et aller à un vote, c'est un geste très patriotique. Donc ça se construit. Elle se fait aussi avec un sentiment. Donc bien évidemment, nous on sera toujours de leur côté, quoi qu'il arrive, parce que nous on est des côtés de la justice. Et on dira toujours que personne n'a le droit de mort sur leur vie et sur la vie de qui que ce soit, et qu'ils ont le droit de participer à leur propre vie, et qu'ils ont le droit de participer dans la construction du pays dans lequel ils vivent, la France, et qu'ils ont le droit de participer à la construction du monde. Tu disais que le comité Vérité et Justice pour Adama, vous participez à beaucoup de luttes, notamment
sur la question des violences policières, mais comme tu le disais, là, suite à ma première question, dans plein d'autres luttes, hein, tu as cité les piquets de grève des femmes de ménage honnêtes, sans-papiers. Enfin, j'ai vu aussi que vous êtes intervenu avec les Gilets jaunes. Enfin, c'est voilà, sur des luttes sur plein de sujets différents. Pourquoi c'est important pour vous de lutter avec tous ces autres collectifs sur tous ces sujets différents? C'est important pour nous parce que on pourra avoir la vérité et la justice pour Adama si seulement les autres l'ont aussi. Ça se porte ensemble. On ne peut pas demander d'être libre et de défendre notre pays qui est la France si d'autres sont oppressés, ils vivent des injustices et qu'on se bat que pour nous. Pour moi, c'est inconcevable. Donc si on parle de justice, c'est une justice pour tous, pour tout le monde. Peu importe qui tu es. Si tu te sens oppressé, si tu sens qu'il y a une injustice, ce monde, ce pays, on doit le construire ensemble. Ce qu'on trouvait intéressant à te poser plus particulièrement comme question sur les luttes que vous avez rejointes, c'est celle des Gilets jaunes, parce que c'est un mouvement qui a été présenté beaucoup dans les médias comme finalement un mouvement assez blanc, voire même ça a été présenté avec beaucoup de gens, voire même racistes à l'intérieur. Et du coup, on se demandait comment concrètement vous avez mené des actions ensemble, comment ça s'est passé avec les Gilets jaunes? Déjà, grâce à l'appel du comité Adama, d'autres collectifs se sont rejoints et ont fait appel. Les partis politiques de gauche ont rejoint en tout cas ce mouvement et l'appel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a quand même imposé. Il faut occuper l'espace et on occupera l'espace quoi qu'il arrive. Ce mouvement, quand il arrive, il n'y a pas cette France-là et nous qui sommes là des quartiers populaires, où les quartiers populaires n'en font pas partie. Les quartiers populaires, ce ne sont pas que des jeunes, ce sont aussi des parents, des familles, des enfants, des personnes âgées qui vivent ces banlieues-là, qui sont aussi atteints par ce que les Gilets jaunes, par ce mouvement qui dénonçait, donc ça ne pouvait pas se faire sans nous. Aujourd'hui, je vais dire ce qu'on m'a dit il y a 9 ans, personne ne doit parler à notre place. Nous devons être acteurs, nous devons réaliser et monter notre propre film, notre propre histoire. Donc ce mouvement-là, bien évidemment, au même titre, dans l'autre sens, quand je dis la question des violences policières, vous devez vous en accaparer. Elle vous appartient. Et on l'a vu sur le mouvement des Gilets jaunes. Et on le dit, tout ce qu'on va dénoncer va déborder, sortir et arriver dans les rues, dans les centres-villes. Toutes ces violences policières, c'est de dire, quand on l'a dénoncé, il faut l'arrêter tout de suite. Parce que ça arrive. Et ça, on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes. Ces violences, comment elles ont été portées. Mais elles ne viennent pas de nulle part. Elles commencent dans les quartiers populaires. Et on ne laissera personne le dire et le raconter pour nous. Donc pour nous, c'était important d'y être. Parce que quand on dit défendons notre pays, c'est à ce moment-là aussi. J'ai l'impression que, en tout cas, je t'ai souvent entendu dire que remettre en cause finalement l'idée de porte-parole unique sur des causes vous souhaitez participer à créer plein de voix autonomes, plein de porte-parole. Je crois que c'est une des idées d'ailleurs du programme Génération Leader. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur ce programme que vous avez fondé dernièrement, il y a 2-3 ans, je crois? Génération Leader va naître d'une très grande réflexion et d'un constat que le comité Adama a pu faire sur ces dernières années, de dire voilà, aujourd'hui nous avons un pays qui est en effervescence, nous avons une jeunesse qui est puissante, une jeunesse qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur, qui porte des discours et qui est l'avenir de ce pays. Et on ne pouvait pas juste se contenter d'aller dans la rue, manifester, faire des revendications. Il fallait construire quelque chose et il faut le laisser. Donc on décide de créer Génération Leader. On part du principe que des leaders en devenir, il y en a énormément. Mais le leader en devenir, il faut le former, il faut l'accompagner. Moi, j'ai été accompagné, j'ai été soutenu, j'ai été conseillé durant ces dernières années
que ce soit par des personnalités, des artistes, des militants ou des intellectuels ou autres, je ne vais pas le garder pour moi. C'est de dire comment aujourd'hui, le principe, c'est pas de créer des Assa Traoré bis, mais c'est de créer des leaders partout, des porte-paroles. Si on a des leaders partout, on est puissant. On ne va pas reproduire ce que l'État veut faire, c'est de mettre tout sur une personne, qu'une voix porte la voix de tous. C'est faux, c'est pas possible. On n'aide pas un pays comme ça, on n'aide pas des gens, on n'aide pas des citoyens comme ça, parce qu'on ne peut pas être partout. Donc vraiment, le but de Génération Leader, c'est de former des leaders en devenir qui sont déjà des leaders dans le domaine dans lequel ils sont, mais qui soient des leaders complètement accomplis et que ce soit des voix puissantes, qui puissent en tout cas porter une cause, un sujet, le développer, le défendre, et que sa prise de parole ait un impact énorme en France ou ailleurs, parce que nous avons des leaders aussi ailleurs dans le monde entier. Donc oui, aujourd'hui, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait un leader, mais il faut qu'il y ait plusieurs leaders. C'est là où on devient fort et puissant. C'est parce que j'ai l'impression que dans ta critique, en tout cas telle que je l'ai compris, dans ta critique d'associations peut-être beaucoup plus institutionnelles, je pense à SOS Racisme, il y a cette... de pointer justement ça, le fait qu'il y avait un espèce de porte-parole unique sur ces questions. Vous, je vous ai plutôt entendu dire que le collectif Adama, vous vous situez dans la lignée d'autres organisations, par exemple le mouvement de l'immigration et des banlieues. Tu disais que d'ailleurs il vous avait épaulé au tout début. C'était pour savoir comment vous vous positionnez, le comité Vérité et Justice pour Adama, dans cet espace de la lutte antiraciste en France. Comme tu viens de le dire, nous on se positionne, bien évidemment, ce qui nous ressemble le plus, c'est le mouvement des banlieues d'immigration qui est le MIB. Et c'est de construire le combat localement. Pour qu'un combat devienne puissant, on ne part pas du national pour venir sur du local, on le développe localement, on devient fort et puissant, et on l'ouvre au national, et c'est là où l'impact y reste. Et quand on crée des leaders un peu partout localement, ces localement sont portés après nationalement. C'est d'être fort dans l'endroit où tu es, d'être porté avec les gens avec qui tu es, de construire, et ça c'est un des premiers conseils que le MIB nous avait donné, construisez votre combat localement, vous allez devenir fort. N'allez pas sur du national tout de suite, construisez-le. Comment on construit ce combat, comment on devient un leader dans le domaine dans lequel on est, dans l'environnement dans lequel on est, pour pouvoir être une voix impactante au niveau national ou international. Et c'est dans cette idée-là, en tout cas, que le comité Adama est construit dans un premier temps. C'est d'écrire notre propre récit, de laisser personne parler à notre place, d'être acteur. Nous sommes les acteurs de tout ce qui se passe. Donc nous sommes les personnes qui pouvons la raconter, mais surtout la raconter avec ce qu'on est. On la raconte avec ce qu'on est. Et c'est ça qui est important. Et avec Génération Leader, c'est de dire, des porte-paroles, ces porte-paroles en devenir. On n'a pas la prétention de dire qu'on forme des porte-paroles, mais ce sont déjà quand même des leaders dans le domaine dans lequel ils sont en devenir. Mais c'est de dire, on va faire des leaders aguerris et qui seront puissants et des voix puissantes qui vont être portées nationalement et internationalement. Mais on va leur apprendre comment on construit un combat localement avec divers intervenants. Donc là aujourd'hui, nous sommes sur la 3e promo. Nous avons formé plus d'une 60aine de personnes. On est en partenariat avec l'Université de Columbia, l'Université américaine à Paris. Donc c'est quelque chose de très prestigieux, mais en même temps, c'est de dire comment ces combats-là, ces luttes-là sont aussi portées et comment on les construit pour pouvoir s'imposer. C'est super intéressant ce que vous faites avec Génération Leader, en tout cas, et avec, j'ai l'impression, plein de profils ultra différents en plus. C'est ouvert à toute la France, vraiment, banlieue, quartier, centre-ville, campagne. On a plusieurs profils qui viennent de partout. C'est le but, c'est de créer des porte-paroles partout. Sur la question, pour revenir sur la question des alliances du comité Adama avec d'autres organisations, on trouvait intéressant d'entendre aussi sur les liens que vous avez vis-à-vis des partis politiques de gauche, largement, puis notamment aussi de la France Insoumise, parce qu'on a vu que vous participez régulièrement à des événements
organisée par la France Insoumise. Plusieurs fois, vous avez été aux universités d'été, soit un membre du comité Adama, soit toi-même. Là, le 1er février de cette année, vous étiez à la 3e édition des Rencontres nationales des quartiers populaires qu'ils organisaient. Voilà, c'était pour savoir concrètement qu'est-ce que vous faites ensemble sur le terrain. Déjà, j'ai envie de dire que le comité Adama, le combat Adama, a imposé à ces partis de gauche. Donc pour nous, c'est une victoire qu'on a imposé la question des violences policières. Ce n'était pas du tout le cas. Ça, il faut le rappeler. Les questions des violences policières, racisme et discrimination ne faisaient pas partie du champ lexical de ces partis de gauche, mais qui se disaient représentants des quartiers populaires, mais qui ne parlaient pas des vraies situations, des morts qu'il y avait. Donc ça, pour nous, c'était déjà très problématique. Donc on a réussi à le faire. Donc pour nous, c'est une victoire. Et en concernant que ce soit, peu importe le parti que c'est de... Moi, je me dis toujours, je marche seulement avec celui qui nous assume. Et qui assume pleinement ce que je veux dire et qui va les porter, qui va les défendre pleinement. Ça, c'est notre devise. On n'a pas été très souvent avec des partis politiques parce que faut voir comment ils évoluent, ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils ne vont pas dire, est-ce que c'est porté, est-ce que les quartiers populaires, en tout cas, font partie de leur discours, mais pas que les quartiers populaires qui viennent voter, mais sur les questions de ce qui se passe dans ces banlieues et qui touchent sur la question des violences policières, du racisme, des inégalités, du racisme qu'on peut avoir aussi dans les institutions au niveau scolaire. Et c'est ce que je leur ai dit, même le 1er février. Moi, je marche seulement avec ceux qui nous assument. Si demain ils ne nous assument plus, je ne marcherai pas avec qui que ce soit. Ça, c'est vraiment notre devise. De partir avec ceux qui assument nos combats, nos luttes et ce qu'on est, tout simplement. C'est intéressant, tu dis qu'en effet, les partis ces dernières années, ils ont évolué sur certaines questions, notamment sur les violences policières, l'antiracisme. Comment dire, sur ce qui est proposé aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il faut aller encore plus loin qu'est-ce qui peut-être n'est pas encore mis au centre des débats par ces partis de gauche et qui serait important pour toi, dont il faudrait parler, quoi, de nouveaux sujets, de nouvelles réformes, je sais pas. Je pense même pas qu'il faut partir sur une nouvelle réforme, il faut partir sur ce qui existe déjà qui n'est pas respecté. Si on arrive à faire ça, s'ils arrivent à faire ça, ça serait bien. Le racisme est un délit qui est condamnable, il n'est pas du tout respecté. Donc aujourd'hui, il est important que ça puisse être porté, que ce soit déjà une des premières choses qui soit respectée. La place de ces quartiers, la place de ces jeunes, la place des banlieues dans la sphère politique, qu'elle ne soit pas juste utilisée, qu'elle ne soit pas juste quelque chose d'éphémère sur un moment donné de certaines élections ou quand on a besoin d'eux et après ça s'évapore et qu'on n'en veuille plus. En fait, on n'a pas besoin de réinventer grand-chose. Il y a déjà énormément de choses qui sont là qui ne sont pas respectées et de comment on s'impose. Et aujourd'hui, politiquement, c'est pas forcément de réformer, mais que politiquement, on soit représenté par des personnes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. C'est ça surtout. Moi, j'ai pas besoin d'aller chercher plusieurs réformes. C'est de qui nous représente, qui nous rassemble et qui nous ressemble. Aujourd'hui, on peut le voir, très peu nous ressemblent, très peu nous rassemblent, très peu viennent de nos banlieues, de nos quartiers ou de nos centres-villes où on peut voir très peu. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut changer. Comment, dans cette sphère politique-là, des personnes qui nous ressemblent et nous rassemblent puissent prendre le pouvoir, puissent parler de ces sujets-là parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils ont peut-être subi. Je pense que les meilleures personnes, en tout cas, pour pouvoir défendre et porter certaines causes, ce sont ceux qui l'ont subi ou qui la connaissent. Donc déjà, si on arrive à imposer et avoir un changement dans ça, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Ça commence pas assez encore. Aujourd'hui, la sphère politique, elle n'est pas assez représentative de personnes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Ouais, on ne peut pas dire le contraire et c'est intéressant que tu dises ça parce que la semaine dernière,
La semaine dernière, pas la semaine dernière, mais à notre dernier entretien, on avait reçu Danielle Obono et elle pointait justement que dans les partis de gauche, mais particulièrement LFI, il y avait un travail à faire sur ce sujet-là et notamment sur le fait qu'il y avait beaucoup de blancs à LFI, mais au-delà du fait que ce soit des blancs, il y avait aussi en effet la question des différents d'appartenir à des quartiers populaires ou pas. Et en fait, cette question, elle a été saisie par la fachosphère, qui ont repris ce bout de l'entretien de Bono pour dire qu'on faisait du racisme anti-blanc, que c'était n'importe quoi. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et du coup, tes paroles, elles résonnent totalement avec ce que disait Daniel Obono, quoi. Non, mais il ne faut pas avoir peur des mots, il faut pouvoir dire les choses. Après, qui s'en empare ou qui s'en empare pas, ça c'est vraiment... pour moi, c'est derrière que moi, j'y prête même pas attention. C'est pas. Aujourd'hui, si on doit imposer et changer quelque chose, c'est dans ce sens-là. On a Ali Johara qui est à Bobigny, qui est un bel exemple, mais ça ne devrait pas être un exemple. En fait, c'est ça qui me dérange. On ne devrait pas dire que c'est un bel exemple. On ne devrait pas dire, parce qu'en vérité, ça veut dire que c'est une exception. Et c'est l'exception qui est pointée du doigt. Et en fait, on devrait arrêter de dire, parce que ça devrait être normalisé. Donc le problème, il est encore là. Quand on arrêtera de dire, c'est un bel exemple, quand on arrêtera de dire, regarde un tel, comme on ne le fait pas pour des partis de représentants politiques blanches, et que nous, on continuera d'être pointés, bah, ça veut dire que les choses n'ont pas changé. Il faut que ça devienne une normalité, pas une exception, pas pointé du doigt. Donc bien évidemment, il faut occuper cet espace-là, et ça changera seulement comme ça. Et tous les partis de gauche qui diront nous voulons du changement, ça commence là déjà. Pour finir sur la question des alliances aussi, c'était intéressant de parler au-delà de la France, de l'international. Tu l'as un peu évoqué, notamment il y a ce partenariat avec Columbia, mais on se demandait aussi si le comité Adama, il avait des liens avec d'autres organisations et d'autres mouvements à travers le monde. On pense à Black Lives Matter. Est-ce que c'est des mouvements avec lesquels vous êtes en lien, qui peut-être vous aident à réfléchir sur vos actions, vous donnent à penser sur la stratégie? Enfin, voilà, est-ce que vous avez des liens avec d'autres mouvements Aujourd'hui, on a des liens. Le comité Adama, on a créé des ponts avec l'extérieur sur les questions des violences policières. On a tiré le rideau sur ce qui était la France et on a pointé, on a mis en lumière ces violences policières, ce racisme et ces discriminations. Et ces ponts ont été créés sur tous ces continents, comme de l'Asie, en Afrique, d'autres pays d'Europe, les États-Unis, les Amériques du Sud. L'année dernière, on était à Harvard, donc, qui est la plus grande université du monde, et où le comité Adama était le seul pays européen avec d'autres pays aux États-Unis et un pays en Afrique. On était 7 pays où on a travaillé pendant plusieurs jours sur la question de la stratégie, des questions des violences policières dans le monde. Donc oui, ces liens sont là. Les liens sont très forts. On participe en 2020 au premier rapport des Nations Unies avec les présidentes Bachelet sur le premier rapport des personnes noires et afrodescendantes dans le monde entier. On est en 2022 et depuis chaque année, aujourd'hui, on est entendu et auditionné au niveau de ces grandes institutions, avec tous d'autres mouvements, des mouvements comme on peut voir aux États-Unis comme Black Lives Matter, en Europe aussi, en Afrique aussi. Donc oui, des ponts ont été créés. Des ponts sont créés, nous sommes même là en ce moment, on est en train de préparer un événement pour faire venir toutes ces personnes-là à nous en France. Donc ces ponts ont été construits, ont été créés et aujourd'hui la France fait partie des débats sur la question policière à l'international, ce qui n'était pas le cas. On était au Brésil, à Rio l'année dernière aussi, ou à Montréal, et où on voyait la France autrement, mais aujourd'hui la question des violences policières, ce racisme et ces discriminations sont pointées et on fait partie du débat. Et notre expertise, elle est aussi importante. Au même titre que celle des autres. Donc oui, ces ponts
et c'est cette lumière, parce que quand il y a des ponts, c'est la lumière aussi qui vient à nous. Et cette lumière, on la prend, parce qu'elle nous renforce ici en France. Et en tout cas, on peut porter ces voix-là. Et quand on va aux États-Unis sur la 5e avenue ou à Union Square, on a une grande fresque avec le nom d'Adama Traoré, ou sur l'Union Square aussi son nom. Donc pour nous, c'est un sentiment de dire on a exporté le combat. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de ces questions-là sans parler de ce qui se passe en France. Donc pour nous, ça, c'est une grande victoire. Merci pour ce mot positif pour la fin. Merci à Assa Traoré pour cet entretien. Merci.